Je vais vous parler aujourd'hui du manifesto 12 Factor. Donc déjà très rapidement, je m'appelle Damien Mathieu, je travaille chez Heroku, que vous en avez peut-être entendu parler ce matin. Donc on développe une solution PaaS d'hébergement d'applications, notamment avec un déploiement par Git ou par une API de build. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque je vais vous parler de 12 Factor, qui est un manifesto écrit par Heroku justement il y a quelques années, qui a pour intention de permettre de faciliter le déploiement et de scaler des applications. Donc c'est quelque chose qui s'applique à tous les langages et à toutes les plateformes et qui vous permet de conserver des applications propres tout en vous permettant justement de les scaler et de grossir votre application sans pour autant la faire tomber quand vous avez des problèmes. Donc on va regarder les détails parce qu'on n'a pas non plus très longtemps. Donc je vais pas. Donc le manifesto 12 Factor, c'est 12 bonnes pratiques qui s'enchaînent un petit peu les unes avec les autres. On va pas voir les 12 parce qu'on n'a pas le temps en 15 minutes. Donc on va voir celles que moi je considère être les plus importantes. N'hésitez pas à venir me voir par la suite si vous avez des questions ou si vous voulez élaborer certains points ou si vous voilà. Donc pour commencer. Votre configuration ne devrait jamais être située dans votre outil de gestionnaire de version, Git par exemple. Donc vous ne devriez jamais stocker des outils tels qu'un token Facebook ou un token Twitter, des credentials de connexion à une base de données. Toutes ces choses-là ne doivent jamais être stockées dans votre source de code pour une raison très simple, c'est que pour deux raisons très simples. C'est que déjà, votre base de code doit être considérée comme potentiellement étant accessible par tous vos développeurs non sécurisés. Parce que si vous mettez un token Facebook dans Git, ça veut dire que le stagiaire qui a accès à la base de code parce qu'il est là pendant une semaine va avoir accès au token Facebook, ce que vous n'avez pas forcément envie. Parce que ça veut dire également que votre token Facebook, il va être accessible, ça va être le même que vous allez utiliser en déploiement et en développement et en production, en staging et en production, et c'est pas du tout ce que vous voulez. Donc une bonne solution pour ça, ça va être d'utiliser des variables d'environnement, où du coup vous allez ici dans l'exemple que je vous montre un fichier .env qui va contenir vos variables d'environnement que vous pouvez injecter sur votre machine, sur votre serveur, en dehors de votre outil de gestionnaire de version. Et derrière, par exemple ici avec Foreman en Ruby, Foreman est un outil qui permet de simuler un environnement Heroku en local. Donc il va vous lancer les processus que vous allez souhaiter lancer, donc votre processus web ou un processus autre, et qui va les lancer tel qu'il serait lancé chez Heroku. Du coup, va prendre votre fichier .env et va injecter les variables d'environnement directement dans votre application. Du coup, quand vous passez de déploiement en production, de staging à la production, vous changez uniquement le contenu, la valeur de la variable d'environnement, et vous n'avez pas de configuration dans votre base de code. Ensuite, vos processus doivent ne pas avoir d'état et ne rien partager. C'est-à-dire que si vous attendez de vos processus que votre processus web soit capable de parler avec un autre processus pour que votre application puisse fonctionner, c'est que vous avez un problème. Si vous avez besoin de données qui vont être persistées, par exemple des données utilisateurs, mettez-les dans une base de données. Si vous avez besoin de stocker des fichiers de manière temporaire, tels que des sessions ou autres, ne les stockez pas sur le disque non plus, parce que du coup, votre processus n'est plus stateless, et il va avoir besoin de partager ces données de session entre les différents process web. Stockez-les dans du même cache, par exemple, un autre type de base de données. Ce qui va vous permettre de scaler directement par vos processus. Donc, par exemple, si vous êtes une boutique en ligne et que vous savez que vous avez plus de trafic aux alentours de la période de Noël, vous allez rajouter des processus web de manière à pouvoir gérer le trafic supplémentaire. Chose que vous pourriez difficilement faire, notamment avec le cas précédent. Si vous aviez des sessions qui sont stockées directement sur la machine, vous ne pouvez pas rajouter une deuxième machine, puisque inévitablement, la deuxième machine n'aura pas accès à la session alors que la première l'a. Ça va vous permettre du coup de faire des processus comme celui-ci, où vous allez avoir notamment, ici on voit qu'on a 3 processus web, donc on va avoir 3 processus qui vont être capables de renvoyer des requêtes web.
On va avoir deux workers, donc deux processus qui vont être capables de faire du background working, donc du traitement d'image par exemple, et un processus clock comme exemple de processus que vous pouvez créer par la suite en fonction des besoins de votre application et qui va du coup vous permettre de faire ce dont vous avez besoin. L'idée ici, c'est d'avoir uniquement votre processus web qui est capable de traiter des requêtes web. Donc seul votre processus web va avoir un port qui va être bindé, le port 80, où vous allez avoir votre application qui va pouvoir être attaquable à ce niveau-là. Cela va nous amener à un autre besoin, puisqu'on va avoir besoin de scaler assez régulièrement en rajoutant et en enlevant et en remettant des processus. Donc, vous allez avoir envie de travailler, donc de vous débrouiller pour que votre application démarre le plus rapidement possible, toujours, de manière à ce que si vous avez besoin de démarrer un nouveau processus, vous n'ayez pas à attendre un quart d'heure pour que ce processus soit disponible, parce que si vous savez que l'afflux de trafic est assez soudain, en 15 minutes, vous avez le temps de faire tourner votre application. Ça va également vous pousser à conserver tous les environnements de votre application de manière aussi similaire que possible. Donc d'avoir un développement, un staging et une production qui sont la même chose. Staging et production qui doivent tourner sur les mêmes types de machines. Donc si, par exemple, imaginons vous avez un site qui est hébergé sur un serveur OVH, vous n'allez pas mettre votre staging sur un serveur AWS, sauf si vous êtes en train de transitionner de l'un à l'autre, mais vous n'allez pas mettre votre staging sur un autre type de serveur ou sur un Linux d'une version différente, parce que c'est la meilleure manière d'avoir des retours inattendus quand vous passez de staging en production. Enfin, une autre question intéressante qui est un peu différente de tous les points que je viens un peu de passer rapidement. Au niveau de votre logging, vous savez tous que des erreurs en production peuvent se produire et vont se produire, c'est certain, même si vos applications est très bien faite. Il suffit que vous appeliez une base de données et que la base de données, le serveur tombe, ça arrive, qu'il n'y a pas de connectivité. Vous avez besoin de gérer ce genre de choses et vous avez besoin notamment de parser vos logs pour savoir et pour déterminer ce qu'il s'est passé. Une des meilleures solutions pour ça, ça va être du coup de loguer plus. Tout ce que vous loguez en plus sera bénéfique pour vous à un moment donné. Par exemple, on va par exemple pouvoir faire ce genre de logs qui vont avoir une action, donc créer un utilisateur ou loguer un utilisateur. On rajoute derrière un email ici pour savoir quel utilisateur on vient de loguer. Et vous allez derrière, dans vos logs, pouvoir chercher directement quel utilisateur s'est logué, quel email vous venez d'envoyer, et quand, mettons que vous avez un incident sur votre plateforme et que vous envoyez beaucoup trop d'emails, ça ne veut pas forcément dire que des exceptions vont être soulevées dans votre application. Ça veut dire que vous allez juste envoyer beaucoup d'emails, mais vous avez envie d'arrêter ça. Donc vous allez checker et chercher dans vos logs à propos de ça. Cela m'amène à vous dire de ne pas non plus écrire vos logs dans des fichiers. C'est-à-dire que si vous écrivez vos logs dans un fichier, si vous avez besoin de chercher dans vos logs, vous allez tout de suite devoir télécharger le fichier, l'ouvrir, ce qui va pouvoir être long, parce que si vous avez un fichier de 5 gigas de log, c'est chiant de chercher dedans. Le mieux ici serait de loguer directement, envoyer vos logs dans stdout, et derrière, de faire un drain. Donc Linux gère ça assez correctement. Donc de faire un drain, d'avoir un outil HTTP qui va prendre stdout et qui va l'envoyer à des outils tels que Papertrail, par exemple, qui du coup vont recevoir vos logs et vont vous afficher une interface web qui va vous permettre de chercher dans vos logs, de voir l'historique de vos logs et de vous dire, par exemple, j'ai pas eu de création d'utilisateur entre tel jour et tel jour, qu'est-ce qui se passe? De la même manière, vous allez pouvoir aussi, avec ce même genre de drain, faire des logs de ce type-là, où vous comptez un utilisateur qui vient d'être créé et vous l'envoyez juste à vos logs. Et derrière, vous faites du drain avec, par exemple, avec Librato ou avec Graphite, qui va récupérer chacun de ces logs-là, et à chaque fois qu'il y a un log ici, create user, va rajouter 1 sur un graphique, et vous allez directement, de par vos logs, avoir du monitoring de votre application, sans avoir plus que ça. Et tout de suite, dès que vous avez besoin de rajouter un nouveau graphique ou un nouveau monitoring, vous avez juste à rajouter une ligne de log et à redéployer votre application. C'est aussi simple que ça. Donc, c'était de manière assez rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est un quickie.
Comme je vous disais, donc le manifesto 12 Factor, c'est une liste de 12 bonnes pratiques, dont je viens vous en citer 5 ou 6, je crois, qui vous permettent de plus facilement avoir des applications robustes, mais surtout qui vont peut-être être des contraintes, parce que vous allez par exemple, dès le départ, vous mettre des contraintes supplémentaires dans votre application, mais qui vont vous faire gagner un temps fou le jour où vous allez avoir besoin de démarrer un deuxième serveur par exemple, ou le jour où vous allez avoir besoin de mettre un master et un slave sur votre base de données, ou que vous allez vouloir migrer votre base de données depuis un serveur OVH sur Amazon RDS. Parce que vous allez, avec ces bonnes pratiques-là, avoir la possibilité de faire des transitions directement, de booter des nouvelles machines et de scaler de manière beaucoup plus aisée, directement dès que vous en aurez besoin, sans faire de gros changements dans votre architecture et sans faire de grosses modifications sur votre base de code. En suivant ces bonnes pratiques-là, au final, vous allez avoir une application qui va être scalable et qui va passer des changements de trafic beaucoup plus facilement. Est-ce que vous avez des questions pendant les 5 minutes qui nous restent ? Pas de questions ? Oui. Ouais. Il y a des exemples de solutions sur le site du manifeste 12 Factor, sur 12factor.net, qui est lié ici, qui vous liste du coup les 12 et qui donne des exemples potentiellement reliés à Heroku, puisque le manifesto a été écrit par les fondateurs de Heroku, mais il y a bien des exemples. Oui. Moi, je reviens sur le premier point que tu as évoqué, le sourcing de la conf. Oui. C'est une mauvaise pratique pour des raisons de sécurité, je le vois, mais dans des outils, par exemple comme Capistrano, il y a moyen de sourcer la configuration de Nginx ou de Unicorn. Pourquoi est-ce vraiment une mauvaise pratique? Alors, en fait, les mettre dans ton Capistrano, ça va faire que potentiellement tu les mets dans un repository qui est différent. Tu résous à moitié le problème parce que du coup, tu le mets pas dans ton repository principal. Et donc, tu résous à moitié le problème. Tu le mets dans un repository quand même, mais il faut bien le stocker à un moment donné quelque part. Une solution qui pourrait être intéressante, mais où du coup, ça va pas forcément être intéressant dès le départ, tu peux le mettre tout à fait dans un Capistrano, je pense que ça passe. Ça va être par exemple d'utiliser, il y a des outils notamment, un outil qui a été développé par HashiCorp, qui est prévu pour ça, en gros, ils ont un outil qui s'appelle Terraform, qui fournit un DSL qui permet de booter des machines sur tous les clouds qui existent, donc sur Rackspace, sur Google, sur Amazon, et qui, du coup, vont me permettre de booter une machine, de lui définir des variables d'environnement, et qui derrière va communiquer avec un Key Value Store. Du coup, ça veut dire que ce que tu vas faire, c'est que tu vas stocker tes variables d'environnement dans ton Key Value Store, plutôt que de les stocker dans une base de données. Et tu vas avoir ton service derrière qui va booter tes machines, qui va définir les variables d'environnement dedans, en se basant sur ton Key Value Store, et du coup qui va stocker directement tes valeurs sans pour autant les stocker dans un outil de gestion de version. L'autre avantage de ne pas stocker ça dans un outil de gestion de version, ça veut dire que tu peux changer de base de données, soit parce que tu cherches à changer les credentials d'accès à ta base de données, sans pour autant faire un commit dans Git. Tu fais un changement de mot de passe d'accès à ta base de données, il n'y a pas d'intérêt en fait. C'est bizarre que tu aies besoin de faire un commit et de pusher et de refaire un déploiement pour ça. Alors qu'au final, c'est juste un changement de valeur de variable de configuration. Tu devrais juste avoir à changer la valeur de la variable de configuration. Et ça devrait se répercuter sur tous tes serveurs directement derrière. Voilà. Ok, il nous reste 58 secondes. Une autre question? Eh ben, merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse-là. Et bon après-midi.